Bonjour, alors on est super content d'accueillir aujourd'hui au point avec Héloïse Ponce, Yann Lequin. Donc Yann Lequin, il est professeur à la New York University, il est scientifique en charge de la recherche en intelligence artificielle chez Facebook, et puis c'est un des pionniers du deep learning, c'est l'inventeur des réseaux neuronaux convolutifs. Yann va nous expliquer tout à l'heure tout le champ de sa recherche. On est vraiment content d'avoir Yann parce qu'il est très pédagogue, il explique très bien ce sur quoi il parle. Il vient surtout également de publier un livre d'entretien avec Stanislas Dehaene, des entretiens qui ont été coordonnés par le journaliste Jacques Girardon, un livre qui a été publié chez Robert Laffont qui s'appelle la plus belle histoire de l'intelligence. Et c'est un véritable voyage en fait sur le concept d'intelligence avec une définition de l'intelligence. On revient également sur la conscience. En quoi l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle peuvent se nourrir l'une et l'autre. Est-ce qu'il y a des dangers à éviter? Bien sûr, on va aborder tout ça avec Yann. Et j'avais une toute première question à poser à Yann, c'est qu'est-ce que l'intelligence? Bon, l'intelligence, en général, on ne sait pas très très bien la définir, à vrai dire, mais c'est la capacité d'entités biologiques ou artificielles à percevoir, à raisonner, à agir. Et on définit souvent l'intelligence artificielle comme la capacité des machines à faire des tâches que d'habitude on attribue aux animaux, aux humains. Alors, en fait, on a publié un entretien de Yann et de Stanislas Dehaene dans le point de cette semaine, qu'on a conduit avec Héloïse Ponce, qui est juste ici, et Chloé Durand-Parenti. Héloïse, tu avais peut-être une question pour Yann? Alors, vous travaillez actuellement sur les réseaux de neurones convolutifs. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est concrètement et quel est son avenir? Alors, pour ça, il faut que je commence par, par expliquer un petit peu ce que c'est que l'apprentissage dans le contexte de l'intelligence artificielle. Donc, la raison pour laquelle on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle ces derniers temps, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions justement dans les techniques d'apprentissage automatique. Alors, ces techniques d'apprentissage sont des techniques qui permettent d'entraîner une machine pour une tâche particulière au lieu de la programmer explicitement. Alors, il y a un programme bien sûr qui tourne, mais ce programme fait marcher un algorithme d'apprentissage. Et ensuite, on montre des exemples à la machine pour lui apprendre une tâche particulière. Alors, l'exemple le plus classique, c'est entraîner une machine à reconnaître des images, par exemple. Donc, on lui montre une image, je sais pas, d'un avion. Et on lui dit c'est un avion, et si elle dit pas avion, elle ajuste tous ses paramètres internes pour que la prochaine fois qu'on lui montre la même image, peut-être elle répondra avion. Puis ensuite, on montre une image d'une voiture, et puis d'une table, d'une personne, d'un oiseau, etc. Au bout de quelques milliers d'exemples de chaque catégorie, comme ça, la machine est capable de reconnaître et de classifier les images sur lesquelles on l'a entraînée, mais elle est aussi capable de reconnaître des images qu'elle n'a jamais vues des mêmes catégories, c'est-à-dire n'importe quel avion, n'importe quelle table, n'importe quelle chaise, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. On donne à la machine la réponse correcte, et puis elle apprend finalement à associer la bonne réponse. Ça peut s'utiliser pour conduire des voitures aussi. Donc on, on fait conduire une voiture par une personne pendant plusieurs milliers d'heures, pendant plusieurs personnes, et puis ensuite on entraîne un système à essayer de prédire le, le coup de volant qu'aurait donné la personne pour la situation particulière. Euh, et puis bon, la question suivante qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on met dans la machine, comment on construit la machine. Donc les réseaux convolutifs, c'est une architecture particulière de ce qu'on appelle un réseau neuronal ou un réseau de neurones artificiel. Un réseau de neurones artificiel, donc c'est un petit peu inspiré de la biologie, mais pas vraiment copié dessus. Hein, c'est plutôt une inspiration de même que les avions sont inspirés par les oiseaux, donc les détails sont très différents, mais c'est beaucoup simplifié. Mais un réseau de neurones, c'est une espèce de... c'est un programme, en fait, sur un ordinateur, mais qui simule un réseau de milliers ou de millions d'éléments très simples qui fonctionnent un petit peu comme les neurones. Et ce qu'on appelle les neurones artificiels qui, en fait, prennent des activités d'autres neurones auxquels ils sont connectés, calculent une espèce de moyenne des activités des autres neurones, et puis si cette moyenne est supérieure à un seuil, il s'allume, si c'est pas supérieur à un seuil, il s'allume pas. Donc il faut une espèce de classification élémentaire en fait de leurs entrées, en connectant des milliers de neurones comme ça les uns avec les autres, et puis en faisant en sorte que l'algorithme d'apprentissage change
l'efficacité des connexions entre ces neurones, un petit peu à la manière dont les synapses, qui sont les connexions entre les neurones dans le cerveau, changent quand on apprend. On peut entraîner la machine à faire une opération particulière. Donc l'entraîner de manière supervisée, comme je décrivais précédemment. Les réseaux convolutifs, j'y viens finalement, une manière de connecter les neurones les uns avec les autres, qui est un petit peu inspirée de l'architecture du cortex visuel chez les mammifères, et qui permet aux machines de reconnaître des images, même de traiter de la parole, du texte, plus efficacement que d'autres types d'architecture de connexion. Génial. Alors juste avant qu'on parle du futur, du champ de recherche et des possibilités à venir d'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut juste resituer l'intelligence artificielle dans son contexte quand le terme a été utilisé pour la première fois? Je crois que c'était à la conférence de Dartmouth. Si tu peux nous expliquer tout ça. Et j'en profite pour vous dire que Yann peut répondre à toutes vos questions. C'est assez exceptionnel qu'il soit à Paris parce qu'il est d'habitude à New York. N'hésitez pas si des questions vous viennent. Oui, alors la phrase, l'expression intelligence artificielle est apparue aux alentours dans les années 50, en 1956, la conférence de Dartmouth. Les gens sont un peu revenus de l'expression, c'est-à-dire que maintenant elle est passée dans les mœurs, on parle de l'IA, AI en anglais, etc. Mais en fait, c'est peut-être pas une bonne expression parce que on parle pas de vol artificiel quand on parle des avions, c'est juste les avions volent, hein, ils volent pas artificiellement. Donc certains essaient de plutôt promouvoir l'expression l'intelligence des machines, mais bon, c'est trop tard. L'expression est déjà passée dans le langage courant. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de débats et de questions sur quel type de méthode employer. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'inspirer du cerveau ou est-ce qu'il faut simplement s'inspirer de l'esprit humain, mais à un niveau plus élevé, sans essayer de copier le type de calcul qui est effectué dans le cerveau, ou est-ce qu'il faut copier le cerveau vraiment dans tous ses détails? Est-ce que l'apprentissage est critique ou pas? Est-ce qu'il faut faire des systèmes qui manipulent la logique, par exemple des symboles, pour faire des inférences et des raisonnements? Et en fait, tous ces idées qui datent des années 50 ont chacune causé une branche, ont été à la source d'une branche différente de l'intelligence artificielle. Et chacune de ces branches a eu du succès plus ou moins grand à plusieurs périodes. Donc à la fin des années 50, début des années 60, il y a eu tout un courant justement qui essayait de faire des réseaux de neurones artificiels avec des modèles qu'on a appelés le perceptron et Adaline et d'autres modèles comme ça. Qui ont un certain succès. Et puis à la fin des années 60, on s'est aperçu que c'était peut-être très utile, mais ça ne nous mènerait pas à la possibilité de faire des machines intelligentes. Donc tout ce champ d'investigation a disparu à la fin des années 60 en fait. Et il n'a pas disparu, il a changé de nom. C'est-à-dire les gens qui travaillaient là-dessus ont utilisé ces méthodes pour... par exemple, maintenant, ça paraît un peu bizarre, mais quand on se connecte à l'Internet par un modem, quand nos téléphones se connectent aux antennes, nos téléphones mobiles, ça utilise des algorithmes adaptatifs en fait, qui sont dérivés de ces premiers efforts. Ensuite, il y a eu une deuxième vague de l'intelligence artificielle dans les années 70 et 80, basée sur la logique et la déduction. Donc, on écrivait des programmes qui permettaient aux machines à partir de prémices, de conclure des conclusions. Donc il faut une liste de faits, une liste de règles, et on applique les règles sur les faits, et on peut déduire tous les faits qui sont vrais à partir de ça. Ça a conduit dans les années 80 à ce qu'on appelait les systèmes experts. Il y a eu un grand engouement pour ce genre de méthode, mais elles ont été utiles, elles le sont toujours, mais elles n'ont pas rempli non plus l'ambition originale qui était de construire des machines intelligentes. Et le problème essentiel là était qu'il était extrêmement difficile de réduire la connaissance humaine en termes de règles et de faits. Ça s'avérait être très très difficile. Donc ça a conduit à une autre vague, la seconde vague des réseaux de neurones, milieu des années 80, qui a duré une dizaine d'années, où les gens se sont réintéressés aux réseaux de neurones, grâce en particulier à l'apparition d'une méthode en particulier qui s'appelle la rétropropagation de gradient. J'ai eu un petit peu d'influence là-dessus, qui est une méthode qui permet d'entraîner ce qu'on appelle des réseaux profonds, ce qu'on appelle maintenant des réseaux profonds. Donc vous avez peut-être entendu parler de l'apprentissage profond, deep learning. Les méthodes qu'on utilise pour ça sont nées de cette période, milieu des années 80. Donc il y a une période faste des réseaux de neurones,
80-90. Et puis, encore une fois, milieu des années 90, les gens ont perdu l'intérêt dans ces méthodes. Moi, je suis entré un petit peu dans une période noire où les choses sur lesquelles je travaillais n'intéressaient plus personne. Il y a eu le fameux hiver de l'IA un petit peu, non? C'est un des hivers ou... Oui, c'est un des hivers. En fait, il y a pas vraiment d'hiver de l'IA, c'est-à-dire qu'il y a des hivers de classes de méthodes. Comme je le disais, la première période faste des années 50-60 pour les réseaux neurones. Ensuite, ça a disparu au profit des méthodes plus basées sur la logique, qui, elles, se sont un petit peu résorbées fin des années 80-90 au profit de réseaux de neurones multicouches, comme on les appelle maintenant. Et puis, milieu des années 90, la raison pour laquelle les gens ont perdu un peu l'intérêt dans les réseaux de neurones est que il y avait très peu de bases de données qui étaient assez grandes à l'époque pour entraîner ces réseaux de neurones qui, en fait, sont très, très gourmands en données d'apprentissage. Dans les quelques applications pour lesquelles ça marchait très bien. Justement, c'est dans ce contexte qu'on avait développé les réseaux convolutifs quand je travaillais à Bell Labs dans le New Jersey. Pour la reconnaissance de caractère, par exemple, ça marchait un petit peu pour la reconnaissance de la parole, mais pas très bien, la détection de visage, des choses comme ça. Mais on n'avait pas beaucoup de données pour d'autres applications, et les ordinateurs n'étaient pas assez puissants. Donc, il y a eu une période noire d'une dizaine d'années, et puis au milieu des années 2000, quelques fous furieux comme moi-même, Yoshua Bengio à l'Université de Montréal, Jeffrey Hinton à l'Université de Toronto, au Canada, nous sommes réunis, avons démarré une espèce de conspiration, une cabale si vous voulez, pour essayer de raviver l'intérêt de la communauté dans ces méthodes-là. Et ça nous a pris 5-6 ans, c'est-à-dire que à peu près dans les années 2010, 11, 12, et par la suite encore plus, les communautés de vision par ordinateur, donc de reconnaissance d'image par exemple, et les communautés de reconnaissance de la parole ont réalisé que ces méthodes marchaient vraiment très bien, et donc ont abandonné les méthodes qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour les remplacer par des réseaux de neurones profonds. Donc c'est ce qui a conduit aux révolutions qui fait qu'on entend parler encore de l'intelligence artificielle maintenant. Et puis il y a une révolution qui s'est passée aussi un petit peu plus récemment dans le traitement de la langue naturelle. Donc tous les systèmes de traduction aujourd'hui, par exemple, utilisent les réseaux de neurones et le deep learning. Donc ça a conduit à une révolution. Il y a toute une industrie qui s'est construite autour de ça depuis 2013. En gros, toutes les grandes compagnies ont commencé à investir massivement là-dedans, etc., etc. Héloïse? Oui. Non, il y a tout un emballement qui est assez hallucinant. On va te poser des questions en plus sur l'avenir après avec Héloïse. Moi, il y avait deux choses qui m'intéressent dans ce que tu dis, et je rappelle donc que tu as écrit cet ouvrage avec Stanislas Dehaene, donc qui est spécialiste du cerveau. Il est docteur en psychologie cognitive et professeur au Collège de France. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on s'intéresse également à notre intelligence à nous. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot sur ce que tu as découvert sur notre intelligence à nous avant qu'on parle de l'avenir? Oui, alors en fait, je ne peux pas me mettre dans la peau de Stan, qui est un expert effectivement de l'étude de l'intelligence humaine et du développement de l'intelligence, etc. Mais on a quelque chose en commun. Déjà, on se connaît depuis très longtemps. On n'a jamais travaillé ensemble directement, mais on se connaît depuis 1986, donc ça remonte à loin. Alors, c'était une école d'été. On était tous les deux étudiants. Lui était dans son premier cycle universitaire. Moi, j'étais au milieu de mon doctorat. Et on s'est retrouvés à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh pour la première école d'été de ce qu'on appelait à l'époque les modèles connexionnistes. C'était le nom qu'on donnait aux modèles à base de réseaux de neurones, en fait. Et donc on s'est connus à cette occasion. C'était une toute petite communauté à l'époque qui n'avait pas beaucoup disons, d'influence générale, mais ça a un petit peu marqué le début de la deuxième vague des réseaux de neurones des années 80. Sur ce qu'on connaît de l'intelligence, en fait. Voilà. Et dans cette école d'été, en fait, les participants, conférenciers et auditeurs, il y avait des gens de tout un tas d'horizons, des ingénieurs, des informaticiens, mais aussi des psychologues, psychologues expérimentaux en particulier, des gens des sciences cognitives, ça ne s'appelait pas exactement les sciences cognitives encore à l'époque, des gens qui venaient des neurosciences, de la physique, donc des gens d'horizons très très divers. En fait, ces gens ont un petit peu créé une nouvelle communauté. Ils avaient tous un intérêt en commun. On avait tous un intérêt en commun, c'était de comprendre l'intelligence. Donc pas seulement l'intelligence artificielle ou naturelle, mais l'intelligence en général.
Et le physicien célèbre Richard Feynman a dit qu'on ne comprend pas vraiment quelque chose tant qu'on ne l'a pas construit soi-même. Donc les gens qui ont un petit peu la fibre de l'ingénieur, c'est mon cas, pensent que la meilleure manière de comprendre vraiment ce qui est important pour l'intelligence, c'est de construire une machine intelligente. Donc on a tous ce programme de comprendre l'intelligence et les principes sous-jacents à l'intelligence qui sont communs à l'humain, à l'animal et à la machine. Héloïse, ouais. On va essayer de partir un peu dans des projections. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence des machines dans le futur? Est-ce qu'elles seront directement concurrentes avec l'intelligence humaine? Comme toute technologie, en fait, l'IA va être une amplification de la puissance humaine, si vous voulez, ou les outils sont toujours une amplification de nos capacités physiques, dans le cas, je sais pas, d'une grue ou d'une voiture, plus intellectuelles dans le cas d'un ordinateur et d'un ordinateur intelligent. Donc ces machines sont sous nos contrôles, sont faites pour améliorer notre vie. Les premiers effets vont probablement existent déjà en fait. On s'en rend pas beaucoup compte, mais l'intelligence artificielle est au cœur de tous les services en ligne, les services Internet, c'est-à-dire des compagnies comme Facebook, Google, Microsoft, etc., sont construites autour de l'intelligence artificielle maintenant. C'est devenu une technologie essentielle en fait au fonctionnement de tous ces systèmes pour filtrer l'information, pour déterminer de quoi parle un post ou un article, etc. Savoir si un site web ou un post ou une pub est du spam pour qu'on puisse l'éliminer. Alors c'est plus difficile de faire des choses comme détecter si une pièce d'information est fausse ou c'est la propagande, mais on le fait quand même un petit peu. On se repose plus sur les humains pour ça en fait, mais il y a quand même beaucoup de travaux sur la question. Détection de discours haineux, de violence, de pornographie et autres. Donc c'est beaucoup utilisé pour ça, c'est beaucoup utilisé pour la recherche d'informations et pour déterminer par exemple quel type d'information est plus susceptible d'intéresser une personne particulière. Donc c'est vraiment central pour tout ça. C'est très utilisé aujourd'hui pour la traduction. Donc Facebook, Google et autres traduisent des milliards de textes par jour d'une langue à une autre. Et ça permet de connecter les gens, c'est la mission de Facebook, d'une certaine manière. Donc tout ça existe déjà, mais il va y avoir des transformations de la société dues à l'intelligence artificielle dans les transports, dans la santé. Donc dans les transports et la santé, c'est très clair, l'IA va sauver des vies. Il y aura moins d'accidents sur les routes quand les voitures se conduisent tout seules. Les voitures ne se fatiguent pas, ne perdent pas l'attention, etc. Mais à terme, ça fera moins d'accidents. À terme, ça fera moins d'accidents. De toute façon, c'est la raison principale en fait qui pousse les gens à travailler dans ce domaine-là. C'est que de toute façon, ça ne sera pas accepté par la société si le taux d'accident n'est pas considérablement moindre que le taux d'accident de conducteurs humains. Donc ça va réduire les accidents sur les routes. Ça va permettre à des gens qui ne sont pas en mesure de conduire d'aller d'un point A à un point B sans vider leur porte-monnaie. Donc ça va changer la société, ça va probablement changer la manière dont les villes sont organisées, parce qu'on n'aura pas besoin d'autant de parking, par exemple. Et le transport urbain. Ça ne va pas arriver demain. Tout ça, ces transformations-là vont prendre 20-30 ans. Mais ça va vraiment conduire à des transformations assez énormes. Et puis dans la santé. Donc dans la santé, il y a beaucoup de progrès qui est fait en ce moment. Un des sujets les plus chauds, par exemple, en radiologie, c'est justement l'utilisation de réseaux convolutifs et de méthodes de ce type-là pour l'analyse d'images médicales, la détection de tumeurs, etc., etc. Et ça fait des progrès énormes, très rapides. Alors certains de mes collègues m'ont dit c'est peut-être pas une bonne idée si vous êtes médecin d'étudier la radiologie, si vous êtes étudiant en médecine d'étudier la radiologie parce qu'on n'aura plus besoin de radiologues. C'est pas vrai. On aura toujours besoin de radiologues. Simplement, les radiologues vont être capables de se concentrer sur les cas compliqués. Les cas simples en fait seront traités par les machines. Et puis, il y aura toujours autant de radiologues. Ça va faire baisser les prix d'un examen d'IRM ou de tomographie, et ce qui va faire que ça va être plus facile. En fait, on aura des diagnostics plus rapides, moins chers et autres.
Mais justement, donc, on va revenir sur les dangers et les opportunités de l'IA. Donc, je rappelle qu'on est avec Yann Lequin, qui est scientifique, professeur à New York University, en charge de la recherche sur l'intelligence artificielle à Facebook. Et vous avez écrit, Yann, ce livre avec Stanislas Dehaene, donc, qui est aussi président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et qui dirige le centre Neurospin du CEA de Paris-Saclay. Les questions qu'on se pose tous, avant de revenir aux dangers des robots, c'est qu'est-ce que il faut encore apprendre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont condamnés à disparaître? Tu viens de répondre un petit peu, mais est-ce qu'il y a des métiers, des nouveaux métiers sur lesquels tu paries, Yann? Alors, les nouveaux métiers apparaissent tous les jours avec les progrès de la technologie. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une différence qualitative dans les transformations de la société qui vont être apportées par l'IA. J'y crois pas. Moi, je pense que c'est un outil un petit peu comme un autre. Ça va effectivement conduire à une évolution du marché du travail, mais qui va pas être très différente de ce qui s'est passé avec l'apparition de l'ordinateur, de l'électricité, des moteurs à vapeur, etc. De la presse, enfin bon, la radio, la télé. Et l'Internet. Donc l'Internet, par exemple, a conduit à un nombre énorme de nouveaux métiers dont on n'avait aucune idée avant, de designer de sites web, je sais pas, vendeur de boutiques en ligne, etc., etc. Alors, c'est clair qu'il y a certains métiers qui, à terme, vont être beaucoup moins répandus qu'avant. Donc, certainement, une fois que les voitures autonomes et les camions autonomes apparaissent, il va y avoir beaucoup moins de travaux, de métiers liés à la conduite des voitures. Par contre, il y aura toujours besoin de gens au début et à la fin des trajets des camions pour charger, décharger, pour s'occuper de signer les papiers, etc. Il y aura des gens qui vont devoir concevoir, construire et maintenir ces véhicules, changer les logiciels, gérer les flottes, etc. Donc ça va conduire à des nouveaux métiers. Et puis, je pense que les métiers qui ont un grand avenir sont les métiers dans lesquels il y aura une expérience humaine réelle, communication de personne à personne, d'aide à la personne, un service qu'on ne peut pas remplacer par une machine parce que c'est l'expérience même de ça qui compte. Les métiers créatifs, probablement dans la science, bien que la science de plus en plus sera aidée par les ordinateurs, c'est déjà le cas, mais aussi l'art et la création artistique et artisanale. Et on voit déjà ça un petit peu. Bon, pensons à un métier qui n'existait pas il y a 30 ans, concepteur de jeux d'ordinateur, jeux vidéo. Il y en a beaucoup plus maintenant qu'il y en avait il y a 10 ans, grâce au mobile, etc. Donc ça, ce sont des métiers qui sont apparus grâce en fait à une technologie ou le métier de blogueur, ou le métier de... Il y a des gens qui vivent en faisant des vidéos spécialisées sur un sujet particulier qui intéresse beaucoup de gens et qui sont vus des millions de fois. C'est un métier qui n'existe pas avant YouTube, avant la vidéo directe. Les robots, l'intelligence artificielle vont peut-être s'intéresser à l'art. On a vu le projet que tu connais bien, je crois. Héloïse avait déjà écrit dessus. On reproduit un Rembrandt avec plusieurs machines. On a également vu un robot critique d'art, un Berenson, qui essayait d'imiter, de réagir en fait aux réactions aux œuvres d'art. Jusqu'à quel point les robots, les machines vont créer, à ton avis? Bon alors, à moyen terme et à court terme, effectivement, on va avoir des choses intéressantes dans lesquelles on peut utiliser l'ordinateur pour aider à créer de l'art. À l'origine, il y aura toujours une personne pour essayer de faire ça. Toutes les technologies de production d'art, en fait, conduisent à des formes d'art nouvelles. Donc, la photographie, par exemple, au départ, n'était pas une forme d'art, c'était une technologie qui s'est un petit peu transformée en une forme d'art maintenant et qui n'a pas remplacé la peinture. Il y a toujours la peinture, ça joue un rôle... Alors évidemment, ça a fait disparaître le métier de portraitiste. Hein. Enfin, pas complètement disparu, mais il y a beaucoup moins de portraitistes maintenant qu'il y en avait avant l'invention de la photographie. Donc on va avoir un petit peu le même genre de phénomène, c'est-à-dire que, pour vous donner un bon exemple, en fait, on va attribuer beaucoup moins de valeur aux biens matériels à cause du fait que ces biens matériels, en fait, sont déjà construits automatiquement par des machines, et donc vont devenir très peu chers. C'est déjà le cas. Vous pouvez acheter un lecteur de Blu-ray pour 50 €, et c'est une pièce de technologie incroyablement sophistiquée, qui nécessite des contributions technologiques d'un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, pour construire un lecteur de Blu-ray, hein, avec des inventions qui ont été faites dans les 20 dernières années.
50 euros. Par contre, vous voulez acheter je sais pas, un bol en céramique fait à la main, ça va vous coûter 500 euros. Parce que c'est une pièce unique. C'est une pièce unique. Bon, pareil pour... en France, on est très bon pour les objets de mode de luxe. Le prix de ça est attaché à l'idée qui est derrière. Hein. C'est pas la construction de l'artefact lui-même qui donne la valeur, c'est ce qu'il représente. Et donc je pense que c'est un petit peu, on va probablement voir une accentuation de ce phénomène dans lequel les biens matériels construits automatiquement vont baisser en prix. Par contre, on va attribuer de la valeur aux choses qui ont une contribution créative, humaine, unique. C'est un peu le cas aujourd'hui. On peut télécharger un opéra ou une pièce de musique de notre groupe préféré pour quelques euros ou quelquefois gratuitement. Par contre, si vous allez à un concert, soit à l'opéra, soit de ce groupe, etc., ça peut nous coûter 50, 100, 200 euros. Dans le livre, vous expliquez avec Stanislas Dehaene que la révolte des robots, vous pensez, n'aura pas lieu. Et vous avez un point de vue qui est super intéressant, je trouve. C'est vous expliquez que le désir de dominer, il est en grande partie humain. C'est pas du tout sûr qu'on le retrouve dans la machine. Et il peut s'expliquer peut-être par l'évolution. Pourquoi les machines n'auraient pas un jour besoin de dominer? Pourquoi les machines ne seraient pas intrinsèquement méchantes? Même si je souhaite le contraire, bien sûr. Alors, en fait... c'est très difficile pour nous d'imaginer une entité intelligente qui n'a pas toutes les qualités et les défauts de la nature humaine. Parce que c'est le seul exemple en fait, d'entité intelligente avec lequel on interagit. Et la raison pour laquelle on associe l'intelligence à la volonté de dominer, c'est parce que dans l'espèce humaine, il y a une volonté d'influencer ses semblables. La raison pour ça, c'est qu'on est nous sommes une espèce sociale. Et la raison pour laquelle on est une espèce sociale, c'est parce qu'on est plus fort ensemble qu'individuellement. Mais quand on est ensemble, il faut une structure, il faut que certaines personnes puissent influencer d'autres, etc. etc. On retrouve ça chez les animaux aussi, où il y a une structure sociale très forte, chez les babouins par exemple, etc. Les chimpanzés. Et donc c'est ça qui conduit à la volonté pour certains, à la volonté de domination. Je dois faire une parenthèse qui est que dans l'humanité, l'intelligence n'est pas corrélée à la volonté de dominer. C'est-à-dire c'est pas les gens les plus intelligents qui veulent dominer les autres. On a plein d'exemples de ça dans la politique mondiale en ce moment. Et d'une certaine manière, on pourrait... bon là, je m'avance un petit peu, c'est plutôt une blague, mais on pourrait imaginer que d'un point de vue de l'évolution, c'est plutôt si on n'est pas très intelligent qu'on a besoin de dominer les autres ou les influencer, parce que du coup, on n'est pas assez intelligent pour survivre soi-même. D'accord. Donc il y a peut-être une corrélation, voilà, qui est probablement fausse, mais qui est amusante. Donc c'est plutôt une corrélation inverse entre l'intelligence et la volonté de dominer. L'intelligence donne de l'indépendance, en fait. Et puis bon, on a des tas d'exemples, on en connaît tous. Moi, j'en connais beaucoup, étant dans le milieu scientifique, travaillant avec beaucoup de scientifiques, de gens qui sont supérieurement intelligents, mais qui n'ont aucune envie de dominer qui que ce soit, qui préfèrent travailler dans leur coin, qui sont plutôt introvertis, etc. Donc il n'y a pas de corrélation entre l'intelligence et la volonté de dominer. Alors, dans le monde animal, on peut prendre d'autres exemples d'animaux qui sont très intelligents, comme par exemple les orang-outans. Les orang-outans sont presque aussi intelligents que les humains, d'une certaine manière. Ce ne sont pas des animaux sociaux. Ils n'ont aucune volonté de dominer qui que ce soit, pour cette raison-là. Donc, il est très possible qu'on... donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on va construire une machine intelligente qu'automatiquement elle va vouloir dominer. Elle va vouloir dominer si on construit en elle des pulsions et des instincts, si vous voulez, qui sont similaires aux instincts humains de socialisation et de relations sociales. Il n'y a aucune raison qu'on construise ça explicitement dans les machines. Ce qu'on va construire explicitement, justement, c'est des comportements ou des pulsions qui font qu'elles soient là pour servir l'humanité. Qu'elles puissent interagir avec les humains, bien sûr, mais qu'elles soient là pour servir l'humanité. Donc je ne crois pas disons, au scénario accidentel dans lequel quelqu'un, un groupe, un labo construit une machine intelligente, supérieurement intelligente, et qui d'un seul coup veut dominer la planète parce qu'elle est intelligente. Ça n'arrivera pas, il faut le faire exprès.
Et donc on met beaucoup en opposition ou en conflit les notions d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine. Or on voit que ça peut aussi aller dans le bon sens de la coopération avec les interfaces cerveau-machine. Est-ce que vous avez des exemples de grands projets en cours et quelles sont les promesses dans le futur de ces interfaces? Alors les interfaces cerveau-machine sont pour l'instant très... Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais à des fins thérapeutiques. Hein. Donc pour les quadriplégiques, pour les gens qui ont par exemple qui sont aveugles, mais à cause de leurs yeux ou de leur nerf optique, pas à cause de leur cerveau. Donc on peut connecter des caméras, connecter un patch sur le cerveau et leur rendre la vue, ou en tout cas partielle, de cette manière-là. Pareil pour l'audition, etc. Peut-être que dans le futur, bon, il y a les gens vieillissant très souvent perdent la mémoire à court terme. Hein. Bon, dans le cerveau, c'est réalisé par l'hippocampe, hein, qui est une formation au milieu du cerveau qui nous sert de mémoire à court terme. Il n'est pas impossible de penser que dans quelques décennies, on pourra faire des circuits électroniques qui pourront peut-être remplacer l'hippocampe et rendre la mémoire à court terme aux gens, ou peut-être augmenter leur mémoire pour les gens qui l'ont déjà. Donc c'est pas impossible tout ça, mais c'est quand même un peu la science-fiction. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, si on veut faire une interface cerveau-machine qui permettrait à un quadriplégique de contrôler un bras de robot ou peut-être de contrôler ses propres muscles, donc ça nécessite de faire un trou dans le crâne, implanter un réseau d'électrodes sur la surface du cerveau, dans le cortex moteur, hein, qui est à peu près ici. Et puis bon, il y a un paquet de fils qui sortent, qui vont à un ordinateur qu'on peut pas traîner avec soi. Enfin, c'est un peu compliqué. Et le problème, c'est que ces électrodes marchent pendant quelques mois, puis au bout d'un moment, le cerveau aime pas trop avoir des électrodes dedans, donc il met un peu de gras autour et ça marche plus. Donc il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. C'est pas pour demain. Il y a des travaux vraiment intéressants, mais encore un petit peu la science-fiction sur les interfaces cerveau-machine qui sont non invasives, basées sur les... Pas besoin d'aller dans le cerveau. Voilà, à la surface. Donc, mais c'est basé sur des technologies de détection. En fait, quand les neurones s'activent, ils émettent des photons, de la lumière infrarouge, dont certains traversent le crâne. Mais c'est malheureusement de la lumière de très très basse intensité. Donc c'est des photons individuels qu'il faut détecter, ce qu'on appelle les photons balistiques. Et la technologie est encore un peu loin de fonctionner. On ne sait pas jusqu'à quel point en fait on pourrait utiliser ça pour les interfaces aux machines. Pour les machines parlent au cerveau. Pour l'instant, le meilleur canal, c'est la vision. Hein. C'est un canal de très haute bande passante. Et c'est plutôt pour le contrôle en fait qu'on est limité par nos doigts. Juste avant de revenir au futur, et je crois que demain aura lieu le lancement de la société NI2O. En fait, c'est lancé par un Américain avec des centres de recherche de Paris. En fait, le but de cette société, c'est d'intégrer un implant dans le cerveau pour lutter contre Alzheimer, je crois. Il y a une question toute bête. C'est tu as fait énormément de recherches. On a fait un petit historique de tes recherches. À un moment, tu reçois un coup de fil ou un email de Mark Zuckerberg. Comment ça se passe et comment se passe la rencontre? Oui, c'est une histoire intéressante. Donc, début 2013, un peu après que justement les réseaux convolutifs aient été, que nos amis de l'Université de Toronto aient montré qu'on pouvait utiliser des réseaux convolutifs à grande échelle pour obtenir d'énormes gains de performance sur la reconnaissance d'images. Ça a commencé à intéresser quelques compagnies comme Google, Facebook et autres. Et Facebook avait un petit groupe d'ingénieurs qui s'intéressaient à la question pour tout un tas d'applications possibles. Et ils ont réalisé que ça marchait bien, et ils en ont parlé à Mark Zuckerberg, qui est devenu un peu passionné de ça. Et puis, bon, l'IA commençait à être un petit peu dans l'air, quoi. Mark Zuckerberg a réfléchi à la question avec son équipe dirigeante et s'est dit que l'IA deviendrait probablement une technologie cruciale pour l'avenir de la compagnie. Et à la fin de l'été, ou disons milieu de l'été, a annoncé que... Alors déjà, à la fin de l'été, j'avais parlé déjà au CTO, donc le chef ingénieur, hein, Mike Schopfer, qui est, par la suite m'a embauché en fait à Facebook avec Marc. Et donc je lui ai parlé, il voulait savoir un petit peu ce qui se passait dans le domaine, etc. Pendant l'été. Ensuite, j'ai appris qu'ils avaient recruté un de mes étudiants, qui s'appelle Marc Aurelio Ronzato, un de mes anciens étudiants en doctorat, qui travaillait à l'époque à Google, et qui m'a dit qu'il avait décidé de rejoindre Facebook.
parce que Facebook faisait quelque chose d'intéressant en intelligence artificielle, mais je lui avais déconseillé en fait de rejoindre Facebook en lui disant il n'y a pas de labo de recherche à Facebook et tu es un chercheur, donc qu'est-ce que tu vas y faire? Mais oui, mais quand même, ça a l'air bien intéressant ce qu'ils veulent faire. Bon. Et puis, par la suite, j'ai parlé à Mark Zuckerberg par téléphone où il m'a expliqué ce qu'il voulait faire. Il a annoncé publiquement à ses investisseurs sa volonté de démarrer une activité sérieuse en intelligence artificielle, en recherche et en développement. Et donc, il m'a parlé à cette occasion et je lui ai dit, il m'a demandé est-ce que vous pouvez nous aider. J'ai dit, mon problème, c'est que je ne veux pas quitter ma position de professeur, en tout cas pas complètement. C'était à l'automne 2013. Et puis je dis, en plus je veux pas déménager à New York, j'aime bien New York. Je dis bon. Un mois après ou un mois et demi après, je devais aller en Californie pour un autre événement et auquel mon ancien étudiant Marco Lorenzato aussi était convié. Donc il savait que j'allais en Californie. Il m'a dit viens donc voir ce qu'on fait à Facebook, j'aurais montré tout ça. Et Mark Zuckerberg m'a invité à dîner chez lui. Donc je suis allé. Alors lui habite Palo Alto, mais donc on a eu une grande discussion en fait sur l'IA. J'ai réalisé qu'il avait bien étudié la question, qu'il avait lu un petit peu tout ce qui se passait. Il m'a même dit qu'il avait lu mes articles, ce qui me semblait un peu extraordinaire. Et bon, clairement, il avait bien réfléchi à ça. Et donc je lui ai expliqué comment je voyais l'installation ou la création d'un laboratoire de recherche en IA, le principe de recherche ouverte, etc. Et bon, on s'est aperçu qu'on était d'accord sur beaucoup de choses. J'ai passé la journée... On était avec tous les deux. J'ai passé la journée à Facebook ensuite, où j'ai rencontré toute l'équipe. Et puis voilà, il m'a dit bon, viens nous rejoindre. Je lui ai dit, j'ai que deux conditions. Je quitte pas mon job à NYU et je déménage pas à New York. Il me dit, OK. Et je lui ai dit, OK, je signe où? Donc c'était un des premiers jobs en fait qu'on m'a offert, où j'avais le sentiment que je pouvais le faire, parce que tous les autres, je croyais que j'étais complètement... comment dire, inexpérimenté en fait. Quand je suis rentré à Bell Labs, quand je suis devenu professeur à 43 ans, j'avais jamais enseigné. Mais ce métier-là, la création d'un laboratoire industriel de recherche, j'avais l'expérience de ça quand je travaillais à Bell Labs, et je pensais que mes idées pourraient marcher. Et donc voilà, donc j'ai démarré le laboratoire de recherche en décembre 2013. Et puis on a tout de suite réussi à embaucher des gens absolument extraordinaires qui ont aidé à embaucher d'autres chercheurs. C'est la qualité des chercheurs qui fait la qualité d'un laboratoire. Moi, ce que je trouve génial dans votre recherche, c'est que c'est une recherche ouverte. Justement, vous publiez tout, on peut voir ce sur quoi vous travaillez. Mais il y a également, alors je ne sais pas s'il est encore actif, il y avait un labo un peu secret de Facebook qui s'appelle Building Age, je crois, et qui travaillait justement sur la connexion, une meilleure connexion entre l'homme et la machine, avec peut-être des casques non invasifs. On avait vu ça à F8. Où est-ce que ça en est Oui, alors Building It n'existe plus en tant que tel en fait, mais c'était pas vraiment. Il y avait une partie recherche, mais c'était plus développement. Hein. Et puis développement exploratoire, un petit peu la manière de Google X en fait. Donc ce sont des Oui, voilà. Donc sont des projets orientés plutôt matériels que logiciels, de développement de nouvelles technologies et un peu d'exploration. Donc il y a eu effectivement un projet de ce type-là qui est pas allé très loin. C'était juste pour voir en fait où en était la technologie. Est-ce qu'il y avait des applications à court terme? Il n'y en a pas à court terme, mais il y en a probablement à moyen terme. Oui. Non, pas directement. Les gens qui travaillent là-dessus utilisent certaines technologies qu'on développe, mais on travaille pas. Non, on travaille plus avec. Donc maintenant, Building It a été regroupé dans une autre organisation qui est tout ce qui est hardware, disons électronique, consumer electronics, quoi. Donc des gadgets, donc réalité virtuelle, réalité augmentée. Facebook vient d'annoncer la semaine dernière un produit qui s'appelle Portal, qui est un écran vidéo, un assistant vidéo. Voilà. Donc ça permet des communications vidéo de personne à personne avec une caméra intelligente qui vous suit, etc., qui est contrôlable par la voix, connectée à Alexa et tout ça.
Et donc c'est cette division-là maintenant, en fait, dans laquelle est Building It et certains de ses projets plus orientés matériels, disons. Alors, pour la petite histoire, si je ne me trompe pas, Google X maintenant est devenu X et c'est une filiale d'Alphabet, je crois, la maison mère de Google. Voilà. Alors, on voit un emballement. Je parlais avec Antoine Borde cette semaine qui m'expliquait le nombre de personnes qui vont. Donc, Antoine Borde, c'est un des chercheurs de FAIR, donc le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Il m'expliquait qu'il y a un nombre de personnes hallucinantes qui vont aux conférences NIPS, qui rassemble un peu le gratin de l'intelligence artificielle. C'était l'année dernière à San Francisco. Je crois que ça va être début décembre à Montréal, avec justement peut-être des déclarations d'intention très intéressantes du Canada, avec des principes. On voit une course mondiale, et on a eu le rapport Villani, qu'Héloïse avait lu, elle a beaucoup écrit sur le sujet sur le site internet, le rapport Villani qui disait la France ne doit pas être absente de tout ça. Quel est ton regard là-dessus sur cette course ? Oui, alors effectivement, Antoine était un des premiers en fait à rejoindre Facebook AI Research il y a 5 ans, et au début était à New York, et depuis plus d'1 an en fait est directeur de la branche parisienne de Facebook AI Research. Il dirige aussi le laboratoire londonien qui est plus petit. Et donc effectivement, il y a un gros engouement. Je pose la question parce que j'ai vu qu'il y avait eu le lancement à Kigali cette semaine d'une super école, enfin un master, où je crois que tu vas enseigner, où je suis à Benjo, donc un des ponts de l'intelligence artificielle qui est basé à Montréal, qui travaille pour Elementaire. Il va enseigner et on dit qu'à Kigali, ça va être le meilleur master de formation. Alors, ce master a été créé par Moustapha Cissé, qui est un ancien de Facebook AI Research de Paris, et qui a quitté, qui avait le sentiment que il y avait un tel engouement en Afrique en fait, et une source de talent énorme due en particulier à la jeunesse de la population. Hein. La démographie africaine est telle que il est très probable que d'ici quelques décennies, la majorité des chercheurs en intelligence artificielle seront africains. Le prochain Zuckerberg sera peut-être. Voilà, exactement. Donc, lui a considéré comme sa mission en fait d'essayer d'essaimer ça. Donc, il a créé effectivement un master en intelligence artificielle qui est géré par l'Institut africain des sciences mathématiques, IAMS, ouais, et AIMS, qui est pour l'instant localisé à Kigali, au Rwanda. Et ce master est soutenu financièrement par Facebook et Google. Donc, c'est une de ces choses pour lesquelles les deux compagnies collaborent. Hein. C'est pas la seule. Hein. On est concurrents pour les talents, pour attirer les meilleurs talents, mais on collabore pour plein d'autres choses. Et la course mondiale, est-ce que la France tu étais à la fameuse présentation du rapport de Cédric Villani. Est-ce qu'on assiste vraiment à cette course entre la Chine et les États-Unis ? Et est-ce que c'est important de faire partie de cette course ? Quelle carte peut jouer l'Europe en fait ? Oui, alors c'est pas une course entre les pays. On a l'impression que c'est une course entre les pays, mais c'est pas vraiment une course entre les pays. Hein. C'est pour l'instant en fait la course on a l'impression qu'il y a plus d'activités qui se passent peut-être aux États-Unis et en Chine à cause de peut-être la médiatisation, de l'investissement public, de l'organisation du marché des startups par exemple, et certainement de l'engouement de la population. Hein. Donc en Chine, il y a un engouement de la population pour ce sujet. C'est vrai en Asie en général, mais en Chine en particulier. Qui fait que la Chine est un des rares pays où je suis reconnu dans la rue, mais c'est pas le cas aux États-Unis. Hein. Quelquefois à Paris. Et donc, certainement, il y a un foisonnement de travaux qui se passe en Chine. Le problème de la Chine, c'est que c'est un marché très isolé. Pour tout ce qui est services en ligne, etc., c'est un écosystème isolé du reste du monde, donc il est assez grand pour se vivre par lui-même, un petit peu à la manière du marché des téléphones mobiles au Japon dans les années 90, où vous avez leur propre système complètement séparé du reste du monde, et ça a été un petit peu balayé par l'apparition des smartphones et tout. Donc, bon, il y aura peut-être un rapprochement à un moment donné. Pour l'instant, pas trop, parce que des compagnies un peu puissantes dans l'Ouest comme Facebook et Google ne peuvent pas opérer en Chine. Hein. Mais ils ont leur Baidu, ils ont leur Tencent.
Alors voilà, il y a Baidu, Tencent, Alibaba, etc., qui ont les reins très solides au niveau financier et qui investissent massivement dans la R&D de l'IA. Puis il y a tout un tas de startups, de voitures autonomes, de chips pour l'intelligence artificielle, etc. Donc ça, c'est un marché en fait qui est en train de se développer beaucoup, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, un petit peu en Corée aussi, un petit peu moins en Europe, mais il y a quand même des efforts dans la question de développer des circuits intégrés spécialisés dans les calculs nécessaires au réseau convolutif en particulier, enfin au deep learning, ce qui permettrait en fait d'avoir ces circuits dans n'importe quel gadget, les téléphones mobiles, les caméras, les aspirateurs, je sais pas, les tondeuses à gazon, etc., qui pourront tondre le gazon automatiquement en évitant les pâquerettes. Enfin bon, donc il y aura beaucoup d'intelligence intégré en fait dans les produits, dans les jouets, etc., qui va apparaître dans les années qui viennent grâce à cette nouvelle technologie. Sur quelles améliorations les grands centres de recherche en IA mondiaux vont se concentrer dans les 10 ou 15 prochaines années? Alors, il y a une chose qui est à peu près claire, c'est il y a tout un tas de choses qu'on voudrait bien faire avec les systèmes intelligents qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. La technologie n'est pas assez bonne. Et on peut voir ça en constatant, en observant l'efficacité avec laquelle les animaux et les humains peuvent apprendre de nouvelles tâches. Donc par exemple, si on veut passer son permis de conduire, on prend quelques leçons et disons en une vingtaine ou une trentaine d'heures de pratique, on peut conduire une voiture sans causer d'accident, ou en tout cas sans causer trop d'accidents. Et pendant les 20 ou 30 heures où on a appris à conduire, on n'a pas causé d'accident. Et on a besoin de relativement peu de supervision en fait. Peu de gens qui nous disent voilà comment on conduit, on ne peut pas nous prendre la main et nous tourner le volant. On apprend un petit peu tout seul quand même. On apprend à faire du vélo, on apprend tout un tas de choses comme ça, très rapidement. Si on montre un livre d'images à un enfant, on lui montre 3 images d'un éléphant et il a compris ce que c'est qu'un éléphant. Donc il y a cette capacité à apprendre avec très peu d'interactions avec le monde, très peu d'exemples, qui est caractéristique des humains et des animaux. On n'a pas de robot, par exemple, à l'heure actuelle, qui a autant de bon sens et certainement d'agilité qu'un chat de gouttière. Et c'est pas à cause de la mécanique, c'est à cause de l'intelligence. Et un chat, ça a 800 millions de neurones, c'est pas un gros cerveau quand même. Mais un chat, c'est incroyablement intelligent par rapport aux meilleurs robots. C'est 80 milliards environ, une centaine de milliards, disons, à la louche. Donc, qu'est-ce qui fait que les humains et les animaux peuvent apprendre tant de choses avec très peu d'interaction avec le monde ou très peu d'exemples supervisés. Et on travaille beaucoup sur la question, pas mal en interaction avec des gens qui s'occupent de sciences cognitives, un peu comme Stanislas Dehaene ou Emmanuel Dupoux qui passe une partie de son temps à Facebook en fait, qui est professeur de sciences cognitives à l'École normale supérieure à Paris. Et ce que dit Emmanuel, par exemple, c'est que les enfants apprennent comment fonctionne le monde par observation dans les premiers jours, semaines et mois de la vie, et apprennent des concepts qui pour nous semblent complètement évidents. On pense même pas que ça nécessite de l'intelligence en fait de savoir ça, mais en fait c'est très compliqué. Donc par exemple, apprendre que le monde est tridimensionnel, qu'il y a des objets qui peuvent bouger par rapport à d'autres, qu'il y a des objets qui sont devant d'autres. Quand on bouge la tête, les objets qui sont plus près bougent par rapport au fond, donc ça nous permet d'identifier ce que c'est qu'un objet. On apprend très vite que quand un objet passe derrière un autre, il existe toujours, il est derrière. On ne le voit pas, mais il est quand même toujours là. Ça s'appelle la permanence des objets. Les bébés apprennent ça vers l'âge de 2 ou 3 mois. Et puis vers l'âge de 8 mois environ, les bébés apprennent que quand un objet n'est pas soutenu, il va tomber. Donc ils apprennent la notion de gravité. Avant ça, si vous montrez à l'aide d'un tour de précipitation un objet qui flotte dans l'air à un bébé, il ne sera pas du tout surpris. Parce que pour lui, bon, c'est comme ça que fonctionne le monde. Mais après 8 mois, il sait que les objets doivent tomber, donc quand il voit ça, il écarquille les yeux, donc on sait bien qu'il a intégré le principe. Donc c'est ce qu'on appelle la physique intuitive, et c'est vrai pour tout le fonctionnement du monde. Donc toute la partie frontale de notre cerveau construit un modèle du monde qui nous permet de comprendre comment fonctionne le monde, remplir les trous, c'est-à-dire par exemple, vous me voyez de profil gauche, mais vous pouvez à peu près savoir à quoi ressemble mon profil droit, parce que bon, vous avez une bonne idée de
des contraintes d'un visage humain, etc. Il y a toute une partie de votre champ visuel en fait dans laquelle vous êtes aveugle, l'endroit où le nerf optique traverse la rétine. On s'en rend même pas compte. Notre cerveau remplit cette information. Donc notre cerveau est une machine à remplir les trous d'informations qui sont incomplets à cause de notre perception. En particulier, c'est une machine qui nous permet de prédire le futur. Prédire le futur, c'est très important si vous voulez pouvoir planifier. Pour planifier une séquence d'actions, il faut savoir prévoir quelle va être l'influence de vos actions sur le monde. Et en fait, c'est ça qui nous permet d'apprendre à conduire une voiture en une vingtaine d'heures sans causer d'accident. Si aujourd'hui, on utilise les algorithmes actuels d'apprentissage de machines, une technique qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, dans lequel la machine fait des essais et des erreurs. C'est ce qui est utilisé, par exemple, pour entraîner une machine à jouer aux jeux Atari, ou à jouer au Go, à jouer aux échecs, etc. Nos collègues de DeepMind sont spécialistes de la question. Donc, par exemple, si vous voulez entraîner une machine, un apprentissage par renforcement, par essai et erreur, par elle-même, elle n'observe pas un humain en train de jouer, à jouer à un jeu Atari, ça va lui prendre une centaine d'heures, à peu près, pour jouer à un jeu Atari quelconque, au niveau où qu'un humain pourrait atteindre en une quinzaine de minutes de jeu. Donc ça vous dit encore qu'il y a un gros gap à franchir. Si on veut utiliser ces méthodes-là pour entraîner une voiture à conduire toute seule, il faudrait probablement qu'elle conduise la voiture des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'heures, qu'elle cause des milliers d'accidents, qu'elle rentre dans des centaines de platanes et qu'elle tombe de dizaines de falaises avant de trouver que c'est pas une bonne idée. Et la raison, c'est que la plupart de ces techniques, pour l'instant, n'utilisent pas ces modèles prédictifs qui nous permettent, en tant qu'humains, de prédire à l'avance ce qui va se passer et de planifier une action qui évite ce genre de désastre. C'est-à-dire qu'on sait que si on tourne le volant vers la gauche et qu'il y a une falaise, on va se rapprocher de la falaise, peut-être on va tomber de la falaise et on connaît le résultat, donc on l'évite. Voilà, on peut prédire ça à l'avance. Et puis après, bon, ça devient automatique, mais... donc c'est ça qui manque. C'est là-dessus qu'on travaille à Facebook, c'est là-dessus que je travaille personnellement. La construction de modèles prédictifs du monde permettent aux machines d'apprendre des modèles du monde par observation, sans interaction avec le monde. Il y a d'autres gens qui travaillent là-dessus, DeepMind, qui est une filiale de Google, Alphabet, Google, puis d'autres des universités comme Berkeley, l'université où j'enseigne à NYU, enfin MIT. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, avec des idées un peu différentes. Donc on va voir quelles vont être les idées qui vont finir par marcher. Toute la complexité n'est pas simplement... Il y a un obstacle qui est d'identifier le problème, ou de le formuler correctement. Il y a un autre obstacle qui est d'essayer de trouver une solution qui pourrait marcher en principe, et puis ensuite il faut la faire marcher. C'est ça le plus dur. Et puis on a vu pas mal de progrès au niveau des réseaux adversaires aussi, si je me... Alors les réseaux adversaires, donc c'est une idée qui a été proposée il y a environ 4 ans par un groupe dans le laboratoire de Yoshua Bengio à l'Université de Montréal. Le premier auteur est un certain Ian Goodfellow, qui est maintenant à Google. Et c'est une idée qui permet de gérer ce qu'on appelle l'incertitude dans la prédiction. C'est-à-dire que si on a un modèle prédictif du monde, donc par exemple on est sur une autoroute en train de conduire une voiture, il y a tout un tas de voitures autour de nous, c'est bien de pouvoir prédire ce que les autres voitures autour de nous vont faire avant qu'elles le fassent, pour essayer d'éviter d'être dans situation dangereuse. Mais bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent arriver. La voiture devant nous peut nous doubler, peut accélérer, doubler, nous faire une queue de poisson, etc. Le gros camion peut dévier sa trajectoire, etc. On peut se retrouver avec une voie qui arrive sur le côté et on ne sait pas si la voiture va nous passer devant ou derrière. Donc bon, il y a des choses comme ça. Il faut savoir prévoir ce qui va se passer dans notre environnement pour pouvoir réagir correctement. Mais comme il y a beaucoup de scénarios, il faut un système prédictif qui peut gérer l'incertitude, c'est-à-dire qui sache produire tous ces scénarios possibles et non pas simplement produire un scénario. Et les réseaux adversaires, il y a d'autres techniques pour ça, mais ce qu'on appelle les modèles génératifs adversaires, c'est une méthode en fait pour entraîner des systèmes qui peuvent avoir cette incertitude dans la prédiction. Ah, puis ça a donné des résultats assez bluffants. On a vu la création de visages de personnes qui n'existent pas mais qui ont l'air vraisemblables en fait. Oui, effectivement. Donc il y a beaucoup de travaux un peu partout. Donc le travail auquel vous faites référence, les premiers travaux en fait qui ont vraiment montré la puissance de la technique viennent en partie de Facebook. Donc c'était en 2015.
ce qu'on a appelé DCGAN, donc c'est Deep Convolutional Generative Adversarial Networks, donc ça utilise des réseaux convolutifs profonds, et puis ça les entraîne avec cette méthode adversaire. Et cet article a vraiment convaincu les gens qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette méthode, parce qu'ils ont été capables d'entraîner un de ces réseaux génératifs à produire des images soit de visage, soit de chambre à coucher, simplement en fournissant au réseau une série de nombres aléatoires. Donc on lui donne quelques centaines de nombres aléatoires, et à l'autre bout du réseau convolutif sort une image, par exemple d'un visage. Et quand on change ces nombres aléatoires doucement, ça change le visage aussi doucement. Pareil pour les chambres à coucher. Donc les gens se sont dit, c'est un peu une espèce de... Si on arrive à faire bien marcher ça, c'est une espèce de saint graal de la recherche en apprentissage automatique. En fait, on appelle ça paramétrer une surface de haute dimension, etc. Enfin bon. Et depuis, il y a eu des travaux vraiment impressionnants, en particulier de certains de nos collègues à la compagnie NVIDIA, qui est très spécialisée dans le graphique. C'est eux qui font les cartes de rendu graphique. Ils ont aussi un petit labo de recherche en intelligence artificielle, enfin en deep learning, et ils fournissent les armes de la guerre du deep learning, si vous voulez. C'est eux qui construisent qui vendent les cartes en fait, qui sont achetées par tout le monde pour faire l'entraînement des réseaux de neurones. Donc ils sont très, très impliqués dans les questions. Et effectivement, ils ont sorti un article où un de ces réseaux adversaires était entraîné à produire des images de visage à très haute résolution et qui sont extraordinaires. On a des résultats très similaires à Facebook. On a utilisé ça aussi pour produire des articles de mode, en fait, des t-shirts, des vestes, etc. Donc on travaille sur ce genre de choses. Il y a beaucoup de compagnies comme Adobe, par exemple, qui s'intéressent aux effets graphiques, qui font aussi ça. La production de vidéos, etc. Donc c'est assez impressionnant. Alors je rappelle pour ceux qui veulent aller plus loin qu'ils peuvent bien sûr lire l'article du Point de cette semaine, coécrit avec Héloïse et Chloé Durand-Parenti, donc un dialogue entre Stanislas Dehaene et Yann Lequin, et puis bien sûr le livre, La plus belle histoire de l'intelligence, qui est publié chez Robert Laffont. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vachement clair en fait. On comprend presque tout, même des personnes très bêtes comme moi. Donc ça c'est bien. J'avais une toute dernière question. On verra peut-être s'il y en a d'autres des internautes. Mais moi, c'est si tu avais une baguette magique, dans 50 ans, je sais, c'est une énorme éternité, où en est l'intelligence artificielle, sur Terre ou dans l'espace? 50 ans, c'est très long. Hein. On a tendance souvent, c'est une réflexion assez connue, un petit peu dans la science et les technologies, c'est qu'on a tendance à surestimer les progrès de la technologie à court terme, mais les sous-estimer à long terme, parce qu'on ne peut pas prédire la révolution. Donc il est très possible qu'il y ait des révolutions qui se passent dans les décennies qui viennent, dont on n'a aucune idée, des changements technologiques qui vont être causés par des choses dont on n'a aucune idée pour l'instant. Donc c'est très très difficile de faire ce genre de prédiction. Par exemple, beaucoup de gens depuis des décennies prévoient qu'on aura la production d'énergie par fusion nucléaire dans 20 ans. Et ça fait environ 40 ans que ça va être disponible dans 20 ans. Pour l'intelligence artificielle, il y a eu des pronostics depuis les années 50 par des gens très sérieux, disant ouais, d'ici 10 ans ou 20 ans, le meilleur joueur d'échecs sera une machine. Bon, en général, ils étaient optimistes d'une bonne décennie, sinon plus. Donc c'est pas... Alors, moi ce que je voudrais, c'est comprendre les mécanismes sous-jacents de l'intelligence, que ce soit l'intelligence des machines ou l'intelligence humaine. C'est-à-dire de même qu'il y a des principes qui régissent le vol des oiseaux et des avions et qui sont les mêmes, c'est l'aérodynamique. Il y a probablement des principes, on peut toujours espérer qu'il y ait des principes sous-jacents à l'intelligence qui permettent d'expliquer, de même que par exemple la thermodynamique a servi à expliquer le fonctionnement des moteurs thermiques, des moteurs à vapeur, etc. et a conduit à en fait une science très fondamentale. De même que l'invention de la radio et des télécommunications a causé l'apparition de ce qu'on appelle la théorie de l'information, qui est une construction conceptuelle scientifique de premier ordre. De même que l'invention de la calculatrice et de l'ordinateur a mené à l'informatique, qui est une science à part entière.
n'est-il pas le cas que la création de machines intelligentes va conduire à une théorie de l'intelligence, une espèce de science de l'intelligence ou du traitement de l'information qui est un petit peu plus général que ce à quoi on a accès aujourd'hui. Bon, ce que je voudrais, c'est à plus court terme, c'est découvrir justement des mécanismes qui permettent aux machines de faire cet apprentissage auto-supervisé dont je parlais précédemment, d'apprentissage par observation. C'est là-dessus que je travaille. Ce que j'espère, c'est qu'on va réussir à faire des progrès significatifs avant que les gens qui financent notre recherche perdent patience. Sinon, ça va conduire à un autre, peut-être pas un hiver, parce qu'il y a un gros business autour de l'IA, hein, mais disons une petite vague descendante sur l'engouement pour le domaine. Et j'espère que ces découvertes en fait, permettront de construire des machines bien plus utiles que ce qu'elles sont aujourd'hui. Par exemple, on voudrait bien construire des assistants virtuels qui pourraient nous aider dans notre vie de tous les jours, régler tous nos problèmes, éviter qu'on passe 2 heures au téléphone à attendre pour parler à quelqu'un. Bon, tout ça, ce serait géré par des agents intelligents qui, en fait, pourraient nous aider à gérer notre vie. Pour ça, il faut des machines qui aient un peu de sens commun, qui comprennent les rouages de la personne et de la société, qui connaissent beaucoup de choses sur le fonctionnement du monde. Et c'est pas pour demain, mais ça va venir. Je ne sais pas si vous avez vu le film Her. C'est un des rares films dans lequel disons le tableau de l'interaction des gens avec des assistants virtuels n'est pas complètement loufoque, disons. Alors ça repose, mais on va pas en parler maintenant parce qu'on va bientôt arrêter le live. Mais la question des émotions des machines, toi, tu en penses quoi? On voit déjà des gens qui donnent un prénom à leur robot aspirateur, Roomba. Tu imagines une vraie relation émotionnelle entre les hommes et les machines? Je pense qu'on a des relations émotionnelles même avec ces voitures, certainement avec ces animaux de compagnie. Donc, très clairement, pour certaines personnes, avec leur sac, avec leurs vêtements, etc. Donc, effectivement, on attribue des caractéristiques animales ou humaines à beaucoup d'objets inanimés déjà. Donc si on leur donne un petit peu d'intelligence, effectivement, ça va être très facile pour les gens de faire ça. C'est dangereux parce que dans le film c'est à la fois génial. Moi, j'ai cru à l'histoire. Et puis après, ça peut créer une vraie déception. C'est dangereux ce type de relation ou c'est juste normal et on va juste s'y habituer plus tard? Je pense qu'on va apprendre en fait à se mettre en relation, à avoir des relations de ce type-là. Hein. Je crois pas que ça va certainement pas remplacer les interactions entre humains, mais ça va changer peut-être effectivement la manière dont on voit ces relations. Je pense qu'on va encore une fois donner plus de valeur aux vraies relations humaines à cause du fait qu'on aura des relations qui seront plus faciles en fait avec les machines. Ceci dit, à terme, les machines intelligentes autonomes auront elles-mêmes des émotions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des machines intelligentes autonomes qui n'aient pas d'émotion. L'émotion est partie intégrante de l'intelligence. Comment vous allez faire ça? Vraiment rapidement. Comment on peut définir l'émotion? Et comment on peut donner de l'émotion aux machines? Alors, y a plusieurs types d'émotions, hein, mais il y a un type d'émotion qui est relativement simple, que je vais beaucoup simplifier. Stanislas probablement m'étranglerait si je racontais ça d'une manière si simplifiée, mais l'émotion est calculée par le cerveau. Il y a une formation à la base du cerveau, les ganglions de base, qui calculent notre degré de contentement, si vous voulez. Et puis bon, il y a des sous-structures qui calculent la douleur, le plaisir, etc., etc. Mais disons qu'il y a une partie du cerveau qui calcule notre degré de contentement. Le reste de notre cerveau est au service de cette partie du cerveau et essaie de piloter nos actions de manière à ce que notre contentement soit maximisé. Et en fait, l'architecture d'une machine intelligente autonome sera similaire. C'est-à-dire qu'il y aura l'équivalent du ganglion de base qui calculera si la machine est contente ou pas. Et tout le comportement de la machine sera fait pour satisfaire cette partie qui sera en partie programmée à la main. C'est-à-dire, on peut programmer à la main, par exemple, des choses de base pour dire à la machine fais pas de grands gestes rapides quand il y a des gens autour pour éviter de les blesser. Enfin bon, on peut programmer des choses très sécurisées comme ça. Et puis il y a une partie de ça qui sera appris. De même que on apprend aux enfants à distinguer le bien du mal, on va apprendre à nos robots et à nos machines à distinguer le bien du mal, à construire leur système de valeurs de manière à interagir avec nous de manière positive.
aujourd'hui là-dessus, et c'est qui ceux qui sont vraiment en avance sur la création des émotions? Alors d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas un labo qui est significativement en avance sur les autres, parce que comme tout le monde pratique la recherche ouverte, c'est une recherche qui est au niveau mondial dans la communauté, et donc il n'y a pas un labo qui est plus en avance qu'un autre de plus de 3 mois. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait donc le système AlphaGo et puis AlphaGo Zero produit par DeepMind qui a battu les champions au jeu de Go. Moins de 6 mois après, une toute petite équipe de 3 personnes à Facebook a construit un système qui s'appelle Elf OpenGo, qui fait la même chose. La différence, c'est que notre système est open source, donc n'importe qui peut le télécharger, le modifier. Le système de DeepMind n'est pas révélé. Et donc, bon, c'est une communauté. Le directeur de la recherche à DeepMind est un de mes anciens étudiants. Bon, on se connaît tous, hein. Donc il n'y a pas. Donc pour les émotions, il n'y a pas de labo qui est particulièrement en avant sur les autres. Il y a des gens qui travaillent sur l'intelligence autonome, mais on est encore très loin en fait, comme on n'a pas justement ces principes d'intelligence, d'apprentissage non supervisé, on ne peut pas aller très loin dans ce domaine-là. Donc c'est un petit peu un cas d'école pour l'instant, c'est un petit peu abstrait. Pour l'instant, on se concentre plutôt sur faire des voitures qui peuvent se conduire toutes seules, et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir un système de valeurs en fait. Merci beaucoup. Thomas, tout va bien? Pas de questions des internautes. On voulait vraiment dire un grand merci à Thomas Bourgeois Muller, qui est rédacteur en chef multimédia, qui est derrière la caméra, qui nous a permis d'avoir cette discussion. C'était super intéressant. Merci à Héloïse Ponce et à toi, Yann Lequin. Donc, on peut vous retrouver dans l'entretien du Point, qui est en kiosque cette semaine. Vous pourrez retrouver bien sûr en ligne ou sur l'application du Point. Et puis, à travers ce livre de discussion, sous la houlette de Jacques Girardon, Stanislas Dehaene, Yann Lequin, La plus belle histoire de l'intelligence, parue chez Robert Laffont. Merci d'avoir été si clair.